Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons visiter le cimetière de Roubaix. Avant, il y avait le fief de la Bourde. Le fief de la Bourde, qui est tenu de la seigneurie de Roubaix et comprend 10 bonniers, est situé aux confins de Roubaix entre Wattreau et les terres de la Grande Vigne, de la Voerie. En 1621, le fief de la Bourse consiste en un manoir avec sens, jardin, chemin, issue, fossé, eau et terre labour. On trouve successivement comme propriétaire Bouchard de la Bourde en 1269, homme du fief du seigneur de Roubaix. Jacques Dubos en 1391, Pierre Ars Dubois, bailli de Roubaix de 1428 à 1441, puis les familles Cohen, Drajon, Delavitch, Decroix, Van Hurne, de Choren. En 1740, Jacques Adrien, Frasneau-Dillon, vicomte de Cantelène, en payait le relief. Le fief de la Bourde disparaît en 1899, remplacé par l'actuel cimetière de Roubaix, un des plus grands de France et un des plus beaux pour ses chapelles classées au patrimoine. Le premier cimetière de Roubaix entoure l'église Saint-Martin, qui, elle, contient les tombes des personnalités illustres de la ville. En temps d'épidémie, les illuminations se font éloigner du centre de la ville, car en 1669, les magistrats de Roubaix font construire dans un champ de la ville, qui conservera le nom d'Épidème, un asile pour pestiférés et un cimetière pour ceux qui succombent de la maladie. Une ordonnance du royal du 10 mars 1716 concernant les illuminations, interdisant l'inhumation dans et autour des lieux de culte, impose aux communes de déplacer leurs cimetières en périphérie. Le 25 février 1777, le premier magistrat de la ville de Roubaix décide de la création d'un cimetière sur un terrain de l'hospice de Roubaix, puis de la suppression du cimetière de l'église. Mais faute de bénédiction du nouvel emplacement, la ville de Roubaix continue d'inhumer autour de l'église Saint-Martin de Roubaix. En 1796, Floris Marie-Joseph de Laoutre, futur maire de Roubaix, fait don à la commune de Roubaix d'un terrain situé dans la Cense de Borowart. Sur ce terrain, au lieu dit champ de Borowart, le long du chemin, actuelle rue de Valmy, qui conduit au fief de la Poténerie, débute le 23 avril 1796. Les premières illuminations du second cimetière de Roubaix. En 1807, un architecte déclare qu'il n'est plus possible d'inhumer dans ce cimetière, et en mai 1809, la municipalité décide d'acquérir un terrain appartenant à l'hospice de Roubaix pour permettre la construction du troisième cimetière. Ce terrain est situé au hameau du Fresneau, actuelle École nationale supérieure des arts et industries textiles. Ce nouveau cimetière, dit du Fresnois, est béni le 29 juillet 1810. La population ayant quadruplé, la municipalité décide de construire un nouveau cimetière. Lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal présidé par Vincent Decarne le 2 octobre 1848, est présenté le rapport d'élaboration d'un nouveau cimetière. Le conseil municipal décide de construire un nouveau cimetière sur le bord du canal de Roubaix, qui relie l'Escaut à la Deule, sur des champs proches du fief de la Bourde, limitrophe de Wattreau. La municipalité achète le 15 avril 1849 des terrains pour y faire construire l'entrée et ensuite les 4 premiers carrés. Le 1er janvier 1850, les corps du cimetière du Fresnois sont transaltés dans le nouveau cimetière. Le 6 octobre 1853, la municipalité achète le 5e et 6e carré. Puis le 31 août 1855, les 4 carrés suivants. 3 types d'inhumations sont prévus, dans des fosses communes, dans des concessions à temps limité autour et enfin dans des monuments plus prestigieux de type chapelle. Pour agrandir le cimetière, la ville de Roubaix achète le 2 octobre 1872 des terres du fief de la Bourde, au comte de Lannoy. Le cimetière possède un logement de fonction qui est occupé par Henri Dillier, qui occupe les postes du sonneur, fossoyeur et gardien. Le 31 janvier 1899, la ville achète les dernières terres du fief de la Bourde aux héritiers du comte de Lannoy. De ce fait, le fief de la Bourde ainsi que son château disparaissent. Le nom de hameau de la Bourde est resté et la ferme de la Bourde se trouve désormais sur le territoire de Wattreau. Pour permettre l'agrandissement du cimetière, par la rue de Cartigny, on rase fin 1932 les maisons du bas quartier où se trouve notamment l'ancien hirondelier de Jean d'Esbouvre. Le décret de 1804 de Napoléon Ier fixe les questions relatives à l'organisation des cimetières et des funérailles. Les communes ont l'obligation de créer un cimetière spécialement affecté à chaque culte ou
d'affecter à chaque culte une partie du cimetière. La loi du 14 novembre 1881 abroge cet article de 1804, ce qui conduit à l'interdiction des carrés confessionnels. Au cimetière de Roubaix, il existe un carré pour les musulmans. Voici dans la chapelle des cérémonies, chapelle ardente ou chapelle mortuaire est un lieu temporaire spécialement aménagé pour accueillir le corps d'un défunt, en attendant la cérémonie funéraire, afin que des personnes ayant des liens divers avec lui, amis, voisins, amis, collègues, concitoyens, puissent lui rendre visite, lui rendre hommage et le veiller. Dans des situations de catastrophe, la chapelle ardente peut être une salle de grande dimension et héberger les dépouilles de plusieurs défunts. Selon les circonstances de la mort, les conditions de température ou les habitudes culturelles, le corps du ou des défunts, mis en bière, est disposé sur un catafalque et visible ou non. La chapelle ardente tire son qualificatif d'ardent des cierges qui sont souvent utilisés pour l'éclairer. Ces éléments est caractéristique de toutes les cérémonies funèbres princières à la fin du Moyen Âge. Le récit des funéraires de Louis X en 1316 donne à cette occasion la première citation documentaire de 2 chapelles ardentes élevées à Saint-Denis de Notre-Dame. C'est toutefois dans le récit des obsèques de René d'Anjou, mort en 1480, que l'expression chapelle ardente est attestée pour la première fois. Le cimetière compte 316 chapelles, construites en pierre de soigne, qui font partie de la volonté des grandes familles de l'industrie roubaisienne d'affirmer leur réussite et leur puissance pour la postérité. Parmi les chapelles, on trouve une pleureuse nommée La Douleur, qui orne la tombe de Dubroec Chevaucherie, qui est l'œuvre de Carlos Sarra Bezzolet. Les chapelles du cimetière de Roubaix se composent en 3 types. Premier type, construction simple, souvent de taille modeste. Elle se caractérise par des façades peu travaillées, des éléments de seconde œuvre, de moyenne facture et des décorations intérieures très sommaires, décors de surface et représentation de la vie des défunts. Deuxième type, modèle composé, de taille variable. Elle se caractérise par des façades composées à partir d'éléments type fronton, pied droit, façade latérale, vitraux et ferronnerie. Des éléments du second œuvre de facture intéressante, voire remarquable, de façon ponctuelle, de référence claire à un style architectural néoclassique, néogothique, d'éléments décoratifs rapportés pour renforcer le style bac planté, pinacle, et de décoration intérieure élaborée, étendue sur les 3 côtés principaux, et parfois le plafond, décors de surface peints, représentation de la vie des défunts et autres décors. Troisième type, œuvre unique, généralement de grande taille. Elle se caractérise par des façades dessinées dans un style éclectique ou présentant une typologie particulière. Des éléments de seconde œuvre de belle facture. Une richesse des ornements venant renforcer un caractère monumental. Et des décorations intérieures élaborées, étendues sur l'ensemble des surfaces. Décors de surface, représentation de la vie des défunts, sol, mosaïque, sculpture et mobilier remarquable. Il y a une très belle allée où il y a des centaines de chapelles. Il faut savoir que toutes les chapelles sont classées au patrimoine et sont actuellement pour certaines en rénovation. Je rappelle que c'est un des plus grands cimetières de France. Il est fait parmi les top 10 pour sa superficie. Le cimetière de Roubaix comporte de nombreux monuments commémoratifs. Le plus connu est sans doute le monument dédié aux victimes du travail, commémorant les victimes de l'incendie de la manufacture d'Illier Frères en 1883. Le cimetière de Roubaix possède aussi un sublime carré militaire aménagé à partir de 1922 qui comprend 1100 stèles et rassemble 1185 victimes de différents conflits. Depuis 1914, une rénovation complète a été menée en 2018.
dans le cadre de centenaire de l'armistice de 1918. On y retrouve aussi le résistant Léon Marlot, mort en patriote à 16 ans. Léon Marlot est élève à l'école Linné à Roubaix quand la guerre éclate. Il a alors 16 ans. En 1916, l'armée allemande l'envoie dans les Ardennes pour casser des cailloux sur les routes, puis est transféré au camp d'aviation allemande noyé près de Lens. Désireux de servir son pays, dérobe de nombreux plans de dépôt de munitions ennemies. Il tente de s'enfuir pour rejoindre les Anglais. Malheureusement, il est arrêté le 5 avril 1918 et jugé par un tribunal militaire qui l'accuse d'espionnage. Il doit être fusillé à Tournai le 23 juillet 1918. Refusant qu'on lui bande les yeux, le jeune Léon Marlot est mort en patriote en criant « Vive la France !» En octobre 2007, une dernière lettre écrite à l'intention de ses parents quelques jours avant de mourir a été retrouvée à Lyon. Le message du jeune homme est poignant, porte par l'amour de la patrie de sa famille et par de profonds sentiments religieux. Je meurs content victime de mon dévouement patriotique et réconforte par la Sainte Communion. On a longtemps pensé que le corps du jeune héros avait été jeté dans une fosse commune, mais sa tombe a été retrouvée en octobre 2009, au sein du carré militaire du cimetière de Roubaix, où il repose depuis le 15 juin 1922. Et il y a aussi les cendres du doyen Roussel, qui reste la religieux le plus connu dans l'histoire de notre commune, furent accueillis dans une confession perpétuelle en 1850. En 1865, le 30 avril, le conseil municipal décide de construire un caveau de plusieurs places pour recevoir les dépouilles mortelles des doyens des paroisses de Roubaix. La réalisation de ce monument sera financée par un souscripteur public à laquelle va souscrire 5 000 francs. Nous voici maintenant devant la tombe Henri Carrette, né le 31 janvier 1846 à Roubaix et décédé le 24 juin 1911 aussi à Roubaix. C'est un homme politique français. Fils de tisserand, ayant quitté l'école à 11 ans, puis lui-même tisserand à ses débuts. Il fut ensuite carabetier et marchand de journaux. Collectiviste, membre du Parti ouvrier français, dont il géra l'organe de presse, intitulé Le Forçat. Il en fonda la section locale, dans le quartier de l'Alma, proche de son cabaret, et devint conseiller général du Nord, puis le premier maire socialiste de Roubaix le 15 mai 1892. Enterré au cimetière de Roubaix, sa tombe porte l'épitacle suivant. Debout, les damnés de la terre. Avec ses 17 hectares, le cimetière de Roubaix est aussi un des plus grands espaces verts de la ville. On y trouve plus de 900 arbres et plusieurs essences différentes, des massifs de rosiers et d'arbustes. Le cimetière de Roubaix n'est pas seulement un lieu d'inhumation, il est aussi un lieu accueillant pour les familles en deuil, propice au recueillement et à l'apaisement. Les allées plantées d'arbres anciens offrent cette qualité. Les allées du cimetière sont bordées d'arbres, essentiellement des tilleuls, qui donnent en fait un lieu romantique à la qualité esthétique, indéniable en toute saison. Ces arbres remplissent une fonction écologique essentielle pour la biodiversité locale et sont des alliés dans la lutte contre le changement climatique. En effet, les arbres sont à la fois des pièges à carbone, des îlots de fraîcheur. Un arbre mature peut évaporer quotidiennement jusqu'à 450 litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 5 climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour. La faune du de Roubaix est composée de quelques espèces d'oiseaux, dont des pivers et des pigeons. On observe également des chats et des papillons. Le cimetière fait l'objet de travaux de remise en état et d'un nouveau plan de communication sur la lutte biologique avec la présence de ruches. La mairie de Roubaix expérimente la végétalisation des surfaces minérales dans des carrés d'essai. Cela permet de désherbage et de réduire l'usage des pesticides. L'installation de pelouses et de mélanges fleuris favorise la protection de l'environnement et la qualité du paysage. La municipalité réalise, dans des espaces situés à mi-ombre, des essais sur le semis de mélange de graminées adaptés aux conditions particulières de faible luminosité. Il y a aussi dans le cimetière une maison pour les chats abandonnés. Les gens du quartier leur apportent de quoi manger et de quoi se désaltérer.